Salut YouTube, on reprend avec une toute petite discussion sur du fait que je fasse de la cleanarchy. On a, je vais basculer sur le code, on sait jamais, si on a besoin d'illustrer. Donc en cleanarchy, j'utilise des adapteurs. Donc je vais en prendre un, mon drawing system là par exemple, il a mon drawing system a un drawing port. Le drawing port, grosso modo pour le moment, il est configuré comme ça, demain il va évoluer, je le sais bien. Mais derrière, on a différents adapteurs potentiellement. On a l'adapteur qui nous permet de coder la logique métier en ATDD et en cleanarchy. Et donc, grosso modo, c'est un in-memory. C'est la technologie choisie. On stocke des trucs en mémoire. Voilà. C'est ça l'implème. Super. Ça a le mérite de fonctionner. On peut en faire un autre de type PixieJS, du TreeJS, tout ce qu'on veut. Des librairies graphiques si on a envie, voilà. Vu qu'on fait un drawing system. Ça serait con de ne pas utiliser des librairies graphiques si on voulait dessiner quelque chose. Donc. Après, si je dis que pour dessiner un truc, en fait j'envoie un mail, ça peut le faire aussi, hein. C'est un détail d'implème, hein. Enfin, c'est un choix de solution d'implémentation. J'ai pas forcément dit que c'était un bon choix. Mais bon, pourquoi pas. Donc l'avantage de la cleanarchy, comme on dit, c'est qu'on peut changer, vu qu'en fait on fournit l'adapteur, en fait on le fournit en constructeur. Quand on va créer un drawing system, je l'ai déjà fait ailleurs, par exemple, si je fais un... Au niveau de mon... c'était où j'avais fait? C'était au niveau du match lobby, je crois. Je sais même plus. C'est où j'utilise le drawing system? Dans le main menu, par exemple. Dans le main menu, j'utilise le drawing system. Il faut juste que je... Voilà. Il y a le draw, là. Donc là, j'ai fait un drawing system avec un drawing adapter. Le drawing adapter, j'ai dit que c'était le in-memory. Donc, ça, c'est ma configuration de test. En fait, il faut voir un test comme une mini portion de mon application qui prend juste ce qu'elle a besoin pour tourner et valider les tests. Demain, j'ai envie de construire tout mon jeu de prod. Je vais faire sûrement un main, en fait. Je vais faire un main.ts ou un client.ts et un serveur.ts, potentiellement. Et je vais demander... donc je vais mettre ma config, en fait, ma config client et ma config serveur. Grosso modo, je vais créer un entity repository, comme je fais là. Hein. Je vais créer l'entity repository, pardon. Je vais créer le système repository. Je vais créer... de quoi il a... Bah, c'est tout, en fait. Et grosso modo, je vais faire un système repository add, grosso modo. Je vais faire un add system. Et je vais rajouter tous les systèmes que je veux mettre dans le jeu, en fait. Donc je vais mettre les clients, enfin le lifecycle system, dispatcher, HP system, enfin, tout le merdier je le fais, et donc si jamais il manque un truc, s'il manque un système, ça va gueuler à un moment, quand on va lancer le jeu, côté serveur ou côté client. Mais grosso modo, voilà, je charge tous mes systèmes nécessaires à l'ensemble du gameplay de mon jeu, d'accord? Côté client, côté serveur, donc j'ai un fichier client, un client TS et un serveur TS. Ensuite, au niveau TypeScript, je demande à TypeScript, quand je vais vouloir créer mes artefacts en JavaScript, je vais demander à TypeScript de me faire un build. Mais je ne veux pas builder tout. Je ne veux pas faire un main, vas-y, fais-moi tout, et j'envoie tout côté client et tout côté serveur. Non. Je vais lui dire, fais-moi le build client. Donc, je vais prendre en entrée le client main.ts, et je vais dire, fais-moi un build en partant de là. Et donc, c'est le client TS qui va dire quelles sont les dépendances, tous les modules de dépendance que je vais avoir besoin. Donc, tous mes adapteurs, mes systèmes, et les entités que je vais créer, les composants, les bordels, enfin tout le merdier. C'est en spécifiant tous les systèmes que je vais dire de quoi je vais avoir besoin, en fait.
Je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Et pareil, côté serveur. Côté serveur, je vais pointer, lors du build, je vais pointer sur le serveur.ts normalement, et donc je vais lui dire, bah vas-y, lance-moi le build. Le serveur TS contient toute la construction de mon jeu, donc là, l'instanciation des adapteurs, les adapteurs, les systèmes, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin. Donc il y aura sûrement un HTTP client, il y aura un HTTP serveur, pardon, il y aura un web serveur, etc. Il y aura même des routes, il y aura un express, enfin il y aura tout le merdier. Et donc lui pareil, quand on va faire l'artefact serveur JS, il va prendre que ce qu'il a besoin en termes de dépendance. Donc si demain je change la dépendance, je commence en in-memory pour certains repos, par exemple côté serveur, je mets pas une base de données, tu sais, parce que j'ai pas envie d'avoir une base de données payante, ou j'ai la flemme de l'implémenter tout de suite parce que c'est pas nécessaire pour faire une première démo. C'était ce que j'avais fait sur Bangarang, pour ceux qui se rappellent. J'utilise juste côté serveur mes repositories en in-memory pour commencer. Bon, c'est sûr, quand t'es un serveur, t'as tout qui est effacé, mais c'est un peu comme toutes les bêtas, comme tous les jeux en alpha ou en bêta. Quand tu dis, allez, on lance une session en alpha, on lance le jeu en alpha avec des repositories en mémoire, parce que bon, voilà, ça coûte 0, c'est déjà en place à cause des tests, on l'a déjà fait, donc voilà, c'est là. Et puis c'est rapide à faire, c'est rapide à maintenir. Et puis quand l'alpha est terminée, là on l'a fait durer une journée, quand l'alpha est terminée, on éteint le serveur, toutes les données sont effacées, et on reprend les feedbacks des utilisateurs. D'accord ? Après, quand on va partir en mode bêta, enfin alpha-bêta, je sais pas quelles sont les bonnes pratiques à faire en alpha, en bêta, en machin, mais imaginons en alpha, on se dit, on n'est pas obligé d'avoir toute la tech en place, c'est pour avoir du feedback rapide en early stage, l'alpha, si je dis pas de bêtises. Quand on veut la bêta, grosso modo, la bêta, c'est le jeu est jouable. Le jeu est livrable, en fait. Le jeu est livrable, et donc on veut vérifier si tout est bon. Si ça scale, si la tech en place marche bien, si le gameplay est ok, si on n'a pas de bugs, si on n'a pas de machin. Voilà. Et donc, voilà, on ne va mettre côté serveur et côté client que les dépendances qu'on a besoin, en fait. Et donc, derrière, après, on va utiliser, en plus de ça, côté client, en fait, côté serveur, on s'en fout, on va rester avec ça. En fait, on a l'artefact en JS qui est utilisé côté serveur, et quand on fait un run serveur, en fait, on ne pointe pas sur le fichier TS, on pointe sur le main JS qui a été créé au travers de la compilation TypeScript, en fait. Donc, quand on va faire le build et qu'on va vouloir générer c'est une bonne pratique d'ailleurs, c'est d'utiliser que les artefacts JS quand on veut push, quand on veut deploy, en fait. Le TS, en fait, il est utilisé à des fins de code source, à des fins de développement, mais après, quand on a généré le build, en fait, quand on va créer un conteneur, un bordel pour gérer le serveur, on va lui envoyer que notre artefact en JavaScript, en fait. Au niveau de quand on va avoir un peu de CI au cul. Et comme ça, en plus, après, derrière, pour éviter d'avoir des embrouilles, et si c'est OK pour nous, on peut mettre en plus derrière un sous-process dans la CI de minification et de cachage, enfin, de compression, de machin, de bidule, pour que notre bundle.js soit bundleisé, en fait, et prenne pas beaucoup de place côté serveur. Mais en général, côté serveur, on ne le fait pas parce que le serveur nous appartient, donc on va pas le faire. Par contre, on va utiliser souvent côté client, en plus de ça, quand on va générer l'artefact JavaScript, on va en plus faire tourner en surcouche du Webpack, du Snowpack, du Rollup, du bordel, pour justement faire du surprocessing, en fait, de nos artefacts en JavaScript pour éviter d'avoir un trop gros bundle. Et donc là, on va minifier, on va peut-être rendre le code, les fonctions et tout le bordel pour éviter de piquer la propriété intellectuelle côté client. On va essayer de faire je sais plus. On va vraiment minifier les fonctions, c'est-à-dire le naming des fonctions va se barrer, etc., etc. Donc c'est comme ça que j'ai prévu de faire. Tout ça, c'est de la théorie, comme d'hab. C'est avec mes connaissances actuelles, je l'anticipe comme ça. Et vu qu'on n'en est pas là, en fait, on ne le fait pas. On ne le fait pas pour le moment. Mais je pense que ça va se faire comme ça.
Et donc si au début j'utilise tout en in-memory côté client, par exemple si j'ai un repo local d'informations client, par exemple le repo des entités, le repo des composants ou des systèmes, des bordels, au début je le fais en in-memory. Si j'ai envie de changer, imaginons on a un problème avec le in-memory côté client, ça pose un problème, et on veut par exemple avoir une espèce de sauvegarde d'état de je sais pas quoi, mais ça, pour un jeu multijoueur, en général, la sauvegarde d'état se fait côté serveur, mais imaginons on fait un jeu mono-joueur, et le serveur est là que pour fournir le client, en fait. On veut pas stocker de la donnée utilisateur côté serveur. Normalement, c'est... Dans les jeux, en fait, quand on appelle une sauvegarde, en général, on dit que c'est un safe state. Quand vous comprenez le sens du safe state dans le monde ECS, vous comprenez qu'on a juste besoin de sauvegarder les entités, la table des entités et la table des composants. Quand vous faites un save state, une sauvegarde de votre jeu, vous sauvegardez à date, à l'état, à l'instant T, quand vous autorisez la sauvegarde, vous externalisez dans un repo quelque part la sauvegarde de vos entités et de vos composants. Les systèmes, c'est le gameplay, le système, c'est la logique. Donc le système, on s'en fout de le sauvegarder, on s'en bat les couilles. Vous voyez un peu le délire ? Donc demain, tu veux faire un jeu mono-joueur, tu te mets en ECS et tu veux faire une fonctionnalité de sauvegarde côté client web, et ben en fait, tu utilises un repo de type save repository qui va grosso modo aspirer toutes tes entités, tous tes composants et les stocker non pas en mémoire, mais dans le local storage par exemple, ou dans un cookie, ou dans un... Enfin, j'en sais rien, n'importe quel techno côté client qui permettrait d'avoir une persistance. Tu vois. Et je pense que c'est ce que font l'ensemble des clients web, enfin des jeux web, les jeux Flash, les jeux HTML5, là, quand on dit qu'on fait un jeu en HTML5, voilà, je pense que ça se passe comme ça quand tu veux sauvegarder sur ton poste, sur ton client, la sauvegarde de ton jeu. Tu vois. Mais autrement, à part ça, t'as rien besoin de conserver. Vu toute l'approche ECS du jeu. Nous, c'est différent, on a de la complexité parce qu'on fait un jeu multijoueur client-serveur. Et donc, il faut choisir à quel endroit on fait cogiter les choses. À quel endroit on fait telle ou telle logique. Et normalement, le client dans une approche... Dans une approche client, grosso modo, il faut gérer le contrôleur du jeu. Donc c'est l'interfaçage. Le client, c'est l'interfaçage. Donc grosso modo, il faut gérer les vues, la vue de l'interface, et le contrôle. Hein. Donc la souris, le clavier, est-ce que je branche une manette Xbox, est-ce que le web client il supporte la manette Xbox, et donc l'affectation des boutons, le bordel, le bidule. Ça, c'est côté client que ça se passe. Et éventuellement, on envoie côté serveur les préférences de l'utilisateur dans une entité de type profil utilisateur ou dans l'entité joueur, et on lui met un composant de type profil utilisateur avec son mapping de touches, etc., etc. Je dis ça, j'y connais rien, mais je me dis naturellement, on part dans ce genre de délire. J'espère avoir répondu à vos questions. On a encore passé un quart d'heure à causer. Le jeu va sortir en alpha en 2025. Le jeu, en fait, c'est un tic-tac-toe. Enfin, vous voyez, hein, c'est le jeu tic-tac-toe, là. Avec une roadmap de jeu de type le jeu de mort là qui met 40 000 ans à sortir. C'est la roadmap de Star Citizen pour un tic-tac-toe en fait. On fait de la merde et ça met du temps à sortir. Mais bon, on s'éclate. On s'éclate et c'est ça qui compte. Moi, ça me dérange pas de prendre du temps. Où est le problème ? Où est le problème ? Est-ce que je suis en danger ? Est-ce que j'ai des joueurs qui me disent « Ouais, on veut jouer à ton jeu, il a l'air trop bien. Est-ce qu'on me fout la hype ?» Non, pas pour le moment. C'est moi qui me fous ma propre hype. Et aujourd'hui, les gens me posent des questions sur comment je développe mon truc. Donc autant prendre du temps pour expliquer comment ça marche. Et le jeu sortira quand il sortira.
Euh, Ça me fait penser que là, j'ai fait un systems add, et donc j'avais... Normalement, là, c'est vrai que j'avais mis les systèmes, là. Faudrait que je remplace... Pourquoi j'avais besoin de mettre systems? Pourquoi j'avais besoin de mettre système en public? J'avais fait un retrieve system by class. Ouais. Est-ce que j'en profite, hein, j'ai mes tests qui fonctionnent bien, donc je peux me permettre une petite refacto. Là, qu'est-ce qui se passerait au niveau de mon générique système? Au niveau de mon générique système, si je mettais... non, c'est pas lui, c'est le système repository, justement. C'est le système repository. Donc, c'est au niveau des... Je sais même plus. Infra. Voilà. J'avais fait un in-memory system interactor qui sera sûrement, quand vous y réfléchissez, c'est sûrement notre implémentation de prod, hein, celle-ci. Hein. À quoi ça sert d'avoir une sauvegarde des systèmes puisque les systèmes ne stockent pas de données, ils ne font que stocker de la logique. Donc, grosso modo, on peut rester avec notre in-memory system repository. Hein. Aucune raison de sauvegarder les systèmes en persistance. Hein. Le truc, il se charge au moment où tu démarres le serveur ou quand tu démarres le client. Hein. En tout cas, là, à froid comme ça, c'est ce que je me dis. Hein. Donc là, au lieu de le mettre en public, je le mets en private. Comme ça va gueuler dans tous les sens, là. Donc là, je peux faire un add system. Voilà. Donc je relance mes tests, je vais sûrement faire péter la compilation quelque part. Ou alors il y avait que dans ce... Ouais, voilà, il y avait que dans ce jeu de test-là qui devait être les premiers où j'ai mis le add system, en fait. Donc à aucun moment j'ai besoin de choper l'arrêt directement. Par contre, on peut se faire une petite refacto si on a envie, parce que ça c'est un truc que j'aime bien faire. Maintenant que je commence à utiliser les sets et les maps, je deviens allergique aux arrêts et aux arrêts et aux objets purs en fait. Surtout quand on voit les gains de perf que ça peut donner. Je vous dis ça parce que moi demain, j'ai quand même un serveur à faire tourner. Le jour où j'ai 1 million de joueurs, faire une économie de 50% de mes cycles CPU sur mes boucles, potentiellement c'est 2 fois moins de serveurs nécessaires pour faire tourner le jeu. Hein. Donc c'est pas anodin hein, comme type de gain. Alors en étape là aujourd'hui, on s'en fout. Mais pour le prix que ça coûte à Refacto, c'est pas la mort. C'est pas la mort du tout. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs hein, sur des axes de Refacto orientés un peu perf, d'ailleurs voilà, les systèmes j'avais fait un set. Donc on est déjà bon. On est déjà bon sur les systèmes, j'avais déjà fait un set. Le truc que je me dis, c'est que des fois les systèmes... voilà, on avait fait un retrieve system by class. Et aujourd'hui, les classes de systèmes qu'on va rajouter ne sont... Comment je pourrais dire ? Les systèmes sont ajoutés de manière unique dans mon repository system. Pourquoi je mettrais deux live systems, en fait, live management system ou un truc comme ça. Il n'y a pas de raison. Et donc, au lieu de faire une itération sur les systèmes, je pourrais les stocker d'une manière légèrement différente, qui serait par exemple stocker le système avec le nom du système, en fait. Le nom du système... Je réfléchisse à ça. Parce que ça c'est une interface. Si je modifie en générique système, ça...
Merde. Ça, il aime pas. Hein. Il aime pas ce truc. C'est chiant. Je peux pas le faire comme ça. Je suis sûr que c'est faisable, hein, mais j'ai pas encore le skill TypeScript pour gérer ça correctement. Par contre, ce que je me dis... au lieu de faire ça, j'aimerais bien faire une map à la place. Donc si j'ai une map de système et de je me fais peut-être chier trop... Je me fais chier trop fort, hein, peut-être. Hein. Non. Comment je pourrais faire ce genre de truc? En fait, j'aurais bien voulu essayer de stocker le système, ou éventuellement je pourrais... Sinon, je peux mettre une string. Au lieu de mettre une potential class chiante, là. Et là, ce que je me dis... Si je vais ajouter le... Comment je pourrais avoir le class name? Donc, normalement, je pourrais accéder... Système... Constructor...
Name. Donc là, j'aurai le nom du système qui serait stocké, en fait. Là-dedans. Et donc là, vu que j'ai ma classe ici, en fait, je pourrais directement le choper par son identifiant, en fait. Par exemple, je fais ça. Je fais un const system égale this systems get. Et là, au niveau de la clé, je pourrais mettre potential system .name, en fait, le choper par son nom. Donc là, c'est soit du système, soit undefined, et donc je pourrais faire un if system, s'il n'est pas fourni, s'il est undefined, je lui dis le système n'est pas trouvé dans le repo. Et ensuite, je fais un return de système, là, comme ça. Ah oui, système as class, j'ai oublié. As class. Un truc comme ça. Si je le fais comme ça, normalement... Et puis tout ça, ça ne concerne que ce qui se trouve à l'intérieur du repo. Hein. Il n'y a pas de raison que ça merde ailleurs. Donc si je lance mes tests maintenant... Si je lance mes tests... Donc, ce qui fait que on va pouvoir... si je le chope, je vais le choper par sa clé directement. C'est beaucoup plus efficace, normalement, en termes de traitement. Ça ne casse pas mon... Ça ne casse pas mes tests, ce truc-là. Parce que j'avais vu, on m'avait filé un benchmark. Alors par contre, sur l'accès TypeScript, map, bench. Merde. JSperf. Merde. Je peux pas tester ici. Comment je pourrais faire ça? J'oublie toujours de vous partager quand je vais sur le web. Map.
y a pas un bench là-dessus. Là, par exemple, on fait un set. Ouais. C'était un peu... je me souviens plus comment on peut gérer ça. Ok, donc là on a un... Ouais. Là on a un set, un objet et une map. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec? On voit que le set est... Ouais. Ouais, le set a l'air plus rapide. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est justement sur le set, si tu... Parce que je sais plus si tu peux... Non, si on le rechange. Si je mets un set de système, je dis que je veux que ce soit un nouveau set. Donc là, au niveau des systèmes... Là, je peux faire un add du système. Ok. Et là, par contre, au niveau du système, donc on n'a pas le get, mais on peut... Et par contre, on est obligé d'itérer. C'est ça pour pouvoir le récupérer. On a le as, on a les valeurs. C'est ça qui me dérangeait par rapport au set, c'est qu'on peut pas faire un... Justement, dis-moi de récupérer le système en question. Je crois. Hein. Remove. Accéder à un élément.
Donc en fait, il y a un as, mais le as ne te dit juste si c'est vrai ou faux, en fait. Il te dit juste si c'est vrai ou faux, il te le retourne pas. Mais par contre, c'est trop fort, il te dit pas comment le récupérer. Ouais, c'est ça, tu lui donnes l'élément en param, mais en fait, il te dit juste s'il l'a ou pas. Il te rend pas l'instance. Il te rend pas l'instance pour pouvoir récupérer l'instance. Donc c'est bien hein, de savoir si le truc est là ou pas, mais par contre... c'est ça qui m'avait dérangé avec le set. Ouais. Oui, mais donc ça voudrait dire s'il est là, je le retourne en fait. Mais parce que là, c'est une potential class. L'idée, c'est de récupérer l'instance qu'on a stockée. Parce que derrière, c'est des classes en fait. Hein. C'est pas. C'est des instanciations de classes. Donc, si je lui mets une nouvelle, si je lui mets un, il va me retourner un new system, enfin une nouvelle instance du système, et donc c'est pas l'instance qui a été stockée dans le repo, quoi. C'est ça qui me dérange en fait. Alors que justement, avec une map, tu n'as pas besoin de... Parce que le seul moyen de récupérer réellement la valeur du set, l'élément du set, c'est d'itérer sur le set, en fait. C'est de faire un values du set, d'itérer, et quand tu l'as trouvé, en fait, tu le retournes. Ouais. Parce que là, le problème, c'est que moi, je chope je ne fournis pas la réelle instance de classe. En fait, je fournis juste la classe potentielle. Il me dit s'il la trouve. Oui, il faut tenter, j'ai les tests, mais en fait, est-ce que je me fais chier à aller aussi loin là-dedans Le truc, c'est que j'aurais bien voulu comparer justement sur les grands nombres. J'aurais voulu avoir un comparo sur les grands nombres de un set à itérer pour récupérer l'élément et une map où je vais récupérer l'élément par son identifiant. Tu vois. Et c'est ça que j'aurais bien voulu, avoir comme comparaison en fait. Ouais, c'est ça. Alors qu'un set, pour récupérer un élément du set, c'est pas vérifier s'il est présent, mais le récupérer, t'es obligé d'itérer. Donc t'es obligé de te taper toute la taille de la boucle, en fait, en termes d'itération. Si je dis pas de bêtises. Hein.
Je vais rester sur ma map. La map, je l'aimais bien. Puis je voyais que ça marchait bien. Et la map interdit, de base si on a la clé, si on a la clé qui est fournie. Je pense aussi, parce que c'est pas le même pointeur mémoire, je pense. Parce que je pense que le 7 fonctionne sur les pointeurs mémoire ou un truc comme ça, et... Qu'est-ce que j'ai... Bon. J'avais fait ça. Get, potential system name. Voilà. Si le système... Ouais, ça je l'avais... Voilà. Le truc qu'il faut faire gaffe, c'est que si là je refais un set... Si je refais un set, en fait, il va écraser le... Après, l'ajout des systèmes, on n'en fait pas tous les jours. Donc, d'un point de vue perf, ce qui compte, c'est le retrieve system by class. C'est ça qui compte, en termes de perf. Après, là, idéalement, ça serait bien quand même de faire une vérification... système as. Système constructeur name. Donc là l'idée c'est de dire on n'autorise pas le remplacement d'un système par un nouveau système. C'est à partir du moment où tu l'alimentes. Surtout que le add system en général on va le faire en démarrage d'application. Donc c'est le startup qui va... Pour moi, on va pas faire des créations de systèmes dynamiques, puisque c'est de la logique, hein, les systèmes, donc on va pas créer de la logique... Si, éventuellement, demain, je demande à une IA de coder mes systèmes à ma place, mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Même si je sais qu'il y a des trucs qui sont en train de se préparer, on n'en est pas là, quoi. Donc là, je vais faire une erreur. Voilà, ça, c'est juste le petit... la petite protection qui va bien. Et comme ça, là, ça me permet de vérifier à tout moment si j'envoie pas trop... si je remplace pas mes systèmes. Parce que je vais écraser un système par un autre. Après, tu me diras, les systèmes ne contiennent pas de données. Le système ne contient pas de... Ah, éventuellement, peut-être qu'au niveau des systèmes, je vais vouloir mettre... Non, parce que je l'utilise déjà. Hein. En fait, je ne change pas comment? Je ne change pas les méthodes du repo. Je ne change pas le contrat. Je ne fais que changer l'implem à cet endroit-là. Donc, le fait d'interdire le remplacement d'un système identique, je pense que c'est pas mal parce que ça m'évite de refaire le... Un système va avoir un adapteur derrière et donc ça va écraser le repo de l'adapteur du système et tout ça. Donc c'est un coup à faire de la merde, à vouloir réinjecter un système déjà existant dans le repository des systèmes. Donc le fait de se baquer avec cette erreur-là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant.
On sait jamais. Au niveau des tests, on pourrait faire de la merde. Ah, ouais, mais vu que les systèmes, on va les charger en début de test, en fait, j'ai pas envie de valider ça dans mes tests. Le retour, en fait, je préfère que ce soit un void. La commande d'ajout, c'est un void. Soit la commande passe, soit la commande passe pas. Et le cas où elle passe pas, au moins on est au courant. Et surtout que, comme je le répète, le add system, on le fait en initialisation du jeu ou en initialisation du scénario de test. Donc ça devrait pas arriver après dans le gameplay, ça devrait pas arriver plus tard en fait, je pense. Après, c'est pareil, si on rencontre ça, si on se trouve que ça nous fait chier, on redesign le truc, hein. Y a pas de problème. Mais j'initialise qu'à un seul endroit. En fait, j'initialise à plusieurs endroits à un moment. En fait, j'instancie. Salut Leaf, merci pour le raid. Ça fait plaisir. Grosso modo, mes systèmes, en fait, tu vois, ils sont instanciés en début de scénario. Quand je lance un scénario, en fait, j'instancie mes systèmes et je les ajoute dans le repo. En fait, c'est l'idée. Donc pour chaque test, en fait, je repars avec pour rendre mes tests indépendants. Parce que c'est plus pratique d'avoir des tests indépendants que d'avoir un couplage entre les tests. C'est un peu chiant. Tous mes tests, en fait, je leur remets un système. Donc après, c'est sûr que ça serait bien de mettre un builder ou un truc comme ça qui permette d'avoir ça rapidement. Parce qu'à chaque fois, c'est chiant. Il faut toujours que je me recrée le entity repository, système repository et tout. Ouais, en prod, je vais instancier tous mes systèmes à un seul endroit. Ça va être dans le main server et dans le main client. C'est parce que les systèmes ne contiennent que de la logique. Il n'y a pas de données et tout ça. Merci, Lef. À plus. De toute façon, moi, je vais bientôt aller manger aussi. Hein, donc, à un moment, on va faire la pause. Je vois, il est déjà midi 20. Mais voilà, ouais, PMF, on instancie les systèmes en tout début de création du jeu, parce que grosso modo, c'est la logique de gameplay. La logique de gameplay, on la charge au démarrage du client ou du serveur. Et après, voilà, il est là, en fait. Le système est là, il est en place, il est prêt. Il est prêt à recevoir des événements si on a besoin de lui. Et ça, ils le disent, hein, quand on gère... si tu regardes la définition de CS, ils en parlent, hein, si je dis pas de bêtises. Wiki. CS Game, je vais mettre game. Ah oui, je le vois, il est là. Ils disent, par rapport au système... donc les systèmes... Les process appelés systèmes déterminent quelles entités doivent avoir un certain comportement. Ouais, donc les physiques systèmes, machin... Ok. Le comportement d'une entité peut être changé lors du runtime par les systèmes. Et par contre, les systèmes vont pouvoir faire... le système va pouvoir interagir avec les composants, et par contre là, c'est les composants qu'on va rajouter ou retirer sur les entités. Si tu sais que tu n'auras pas de sous-système, c'est bon. J'ai peur que deux systèmes A et B dépendent d'un système C, que les deux l'ajoutent. Non, ouais. En fait, les systèmes n'instancient pas les systèmes. C'est là où je veux en venir. T'as raison dans le comportement. En fait, un système ne va pas créer un sous-système. La création des systèmes, c'est le développeur qui a eu besoin de créer un système pour, grosso modo, c'est comme si on voulait... on pourrait créer, c'est ce que je disais tout à l'heure à Pyompi, je crois. On peut créer un seul gros système qui s'appelle Gameplay, Game System, et tu mets tout. Toute la logique se passe là-dedans. Sauf qu'on va se rendre compte que d'un point de vue logique, ça va être un bordel monstre là-dedans. Donc l'idée, c'est de faire du découpage de responsabilités sur plusieurs
systèmes différents qui sont créés par le développeur pour mettre en place les mécaniques de gameplay. Et c'est pour ça qu'on va avoir un damaging system, un physics system, un zone system, un contrôleur system, etc., etc. Et en fait, ça, c'est le développeur qui les crée. Et qui décide... par contre, là, ça va être au rôle du développeur, pour la bonne tenue du gameplay, de ne pas oublier de déclarer le système dans le main, grosso modo. Une fois qu'on a testé que le système est en place et qu'il marche bien, il ne faut pas oublier de le mettre dans le main, de l'ajouter dans le repository des systèmes. C'est un peu l'idée, hein. Est-ce que j'ai le temps de faire... Oh, si j'attaque un autre test maintenant, je vais bouffer à 13h. Ça vaut pas le coup, hein. Ça vaut pas le coup. Parce que là, on a un petit... on a l'événement, justement, au niveau du match. Ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a indiqué au match que le joueur est prêt. Voilà. Donc, ce qui serait intéressant, c'est d'indiquer... C'est de dire au match, qu'est-ce qui se passe quand on a le joueur qui est prêt. Mais à la limite, c'est même pas... il va falloir qu'on stocke l'information comme quoi le joueur est prêt, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on a les deux joueurs du match qui sont prêts. Quand les deux joueurs du match sont prêts, grosso modo, le jeu peut démarrer. C'est là, c'est parce que toutes les entités sont prêtes. Il va falloir démarrer le jeu pour derrière dire quel est le tour du premier joueur en fait. Quelles sont les actions possibles. Et donc là, il va falloir qu'on fasse le turn, la gestion du tour par tour. Et donc, un joueur va sûrement avoir... au niveau du match, on va peut-être définir quel est le tour en question, ou quelle est la phase. En général, on appelle ça soit un tour, soit un phasing du jeu. Et on avait identifié, nous, dans notre gameplay, qu'on avait plusieurs phases, en fait. Donc on a la phase de préparation du jeu, c'est la phase en cours, en fait le jeu est pas prêt, on est en train de préparer. Et ensuite on a la phase de placement de la tour du joueur A, la phase de placement de la tour du joueur B, la phase de placement du robot du joueur A, et pareil pour le joueur B. Donc ça il va falloir qu'on annonce au joueur, c'est à toi de jouer, tu dois faire ça. Et après on a la phase tour joueur A, tour joueur B, et robot joueur A et robot joueur B. À voir si on les met dans cet ordre-là ou si on fait un ordre différent. Jusqu'à atteindre un événement où on dit le match est il y a une victoire dans le match. Grosso modo, c'est la fin du match. Voilà. Donc ça il faut qu'on fasse notre phasing par rapport à ça. Et on va avoir du comportement en conséquence en fonction de la phase du jeu. Ça, on va checker. Ok, on se fait la pause. Bon, la session n'a pas duré très très longtemps, 1 heure, que je sors. Salut YouTube, je te reprends cet après-midi.